Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Liquibase. Nous allons pratiquer ensemble. Nous allons faire un certain nombre de manipulations pour voir justement comment Liquibase CLI fonctionne. Si pour vous, Liquibase, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas ou dont son utilité reste encore obscure pour vous, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite sur ce sujet qui explique justement quelles sont les problématiques traitées par l'outil Liquibase. Alors, le programme du jour, je vais vous présenter ce que nous allons faire, hein, comme ça vous saurez exactement les sujets qui vont être traités aujourd'hui. Et ben, on va mettre en place une base de données PostgreSQL. Donc pour ça, on va utiliser l'outil Docker qui va nous simplifier la vie. On va configurer l'accès à cette base de données depuis Dbviewer. Hein. L'idée, ça va être d'exécuter des commandes Liquibase, puis de voir finalement ce qu'il se passe dans la base de données. Pour ça, on va regarder ce qui se passe avec l'outil Dbviewer. Ensuite, on va télécharger, une fois qu'on aura mis tout ça en place, l'outil Liquibase CLI, puis on va procéder à son installation. Donc on verra tout ça ensemble. On va ensuite construire la base de données avec des changelogs Liquibase. Donc on va créer des changelogs, on va mettre en place des tables, on va aller consulter dans l'outil Dbviewer ce qui se passe dans la base de données Postgre, etc. On va charger des données dans nos tables avec notamment des fichiers CSV. Donc on va voir également comment cela peut être fait avec l'outil Liquibase. On parlera d'organisation des fichiers de changelog, hein, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc moi je vais vous conseiller une manière de travailler basée sur mon expérience en utilisant l'outil Liquibase. Et on fera un essai de rechargement d'une base de données depuis zéro. L'idée étant de voir ce qui se passe justement lorsque l'on crée un nouvel environnement ou lorsque l'on veut faire un reset finalement de notre base de données. Alors, les prérequis, il faut que vous disposiez sur votre poste de travail de l'outil Docker, puisque voilà, on va créer des conteneurs Docker pour notamment monter notre base Postgre, et puis l'outil Dbviewer, hein, donc il faudra que vous l'ayez préalablement installé sur votre poste, hein, si vous voulez faire les manipulations en même temps que moi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Maintenant, je vous propose de commencer. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est mettre en place notre base PostgreSQL. C'est la base sur laquelle on va effectuer tous nos tests avec Liquibase. Et pour ça, on va construire notre base Postgre avec un conteneur Docker. Alors, j'ai préparé un petit espace de travail. Voilà, qui contient actuellement deux répertoires. Un répertoire d'installation, c'est le répertoire dans lequel on va venir installer notre Liquibase CLI, et puis un répertoire de dev qui là va contenir notre projet de test que j'ai appelé ici Liquibase test. Alors pour que ça soit un petit peu plus convivial, un petit peu plus sympa, on va utiliser pour créer nos différents fichiers de projet Visual Studio Code, hein, qui est actuellement déjà ouvert sur notre espace de travail, Liquibase Test, hein, donc c'est le répertoire qu'on vient de voir juste avant. Alors pour créer notre base Postgre, on va créer un répertoire qu'on va appeler Postgres, et dans ce répertoire, on va venir placer tout ce qui est nécessaire pour créer notre base PostgreSQL. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a notre répertoire, on va créer ici un Dockerfile. Donc le Dockerfile, hein, je vous rappelle, c'est le fichier qui nous permet de spécifier l'image que l'on va créer. Cette image, elle est créée généralement depuis une image racine, et ici l'image racine, ça va être l'image de Postgre, hein, donc c'est une image qui est fournie par Postgre sur le Docker Hub, et on va créer cette image en prenant la dernière version disponible sur le Docker Hub. Ensuite, cette image, elle va venir exposer le port pour qu'on puisse accéder à notre base de données. Hein. Donc notre base, elle est accessible sur le port 5432. Et c'est pour ça qu'on va venir exposer le port 5432 avec le protocole TCP qui sera celui utilisé par nos commandes SQL. Voilà, tout est bon pour notre Dockerfile. On va maintenant devoir builder notre image Docker depuis ce Dockerfile. Donc on va, pour faire cela, créer un fichier build.bat. Alors on aurait pu exécuter directement la commande docker build, hein, mais moi je préfère l'exécuter au sein d'un fichier que je vais pouvoir exécuter à foison. Admettons que je veux mettre ce projet par exemple sur un Git, il me suffira simplement de committer tout ça, de récupérer avec un git clone depuis mon Git sur un autre poste mon projet, et puis de lancer simplement le fichier build pour construire l'image. Je n'aurais pas besoin de savoir qu'est-ce que j'avais voulu faire préalablement. On fera pareil pour la partie exécution avec le Docker Run. Alors là, on est en train de faire notre Docker Build. Donc, Docker Build.
Ensuite, on va préciser un tag. Donc, le tag, c'est le nom de notre image associé à une version. Donc, ici, je vais l'appeler library lab-liquibase postgres. Voilà, ça c'est le nom que j'ai décidé de donner à mon image. On précise 2 points pour préciser le numéro de version. Et ici, je vais la faire 1.00.0. Voilà, tout est bon. Espace point pour faire référence au fichier Dockerfile qui se trouve dans le répertoire Postgres. Voilà, on va venir ajouter notre fichier de run. Donc on va l'appeler run.bat tout simplement. Et puis on va préciser notre commande Docker run. Alors cette commande Docker run, on va lui ajouter un certain nombre de paramètres. Le premier qui est le -dit. Donc on ne veut pas qu'au moment où j'exécute le conteneur, il m'ouvre automatiquement l'accès en mode console sur ce conteneur. Par contre, on se laisse la possibilité d'y accéder depuis l'extérieur. Ensuite, on va venir donner un nom à notre conteneur. Donc moi j'aime bien que mon conteneur ait un nom très proche de mon nom d'image, hein, c'est plus facile pour moi de m'y retrouver ainsi. Donc je copie-colle le nom de mon image, je remplace les 2 points par un underscore, et ainsi j'ai le nom de mon image et l'indication de la version de l'image utilisée dans mon conteneur. Voilà, donc ça c'est comme ça que j'aime bien travailler. C'est plus facile pour s'y retrouver. Ensuite, on va venir préciser le port. Hein. Donc, on a vu qu'on avait exposé le port 5432. Bah, ce port-là, on va venir le mapper entre notre poste et notre conteneur. Donc, -p 5432 2.5432. Voilà, on va préciser une variable d'environnement. Donc, cette variable d'environnement qu'on va préciser va nous permettre d'aller donner un mot de passe à notre base de données. Donc, ça, c'est Postgres underscore password, la variable d'environnement. Donc ça, vous pouvez trouver l'information sur la documentation du conteneur Postgre sur la partie Docker Hub. Voilà, donc la valeur, je vais mettre my password. Voilà, c'est arbitraire, hein, c'est pour notre test. Et ensuite, on doit préciser l'image que l'on va utiliser pour construire notre conteneur. Donc, je le précise à la fin. Faites attention, ils font toujours que le nom de l'image soit à la fin, sinon votre commande ne fonctionnera pas. Voilà, c'est juste un petit truc à savoir que vous saviez peut-être déjà. Voilà, tout est prêt. Bah, maintenant, il ne nous reste plus qu'à construire notre image en exécutant le build et à lancer notre conteneur depuis cette image en lançant la commande run. Donc, j'ouvre un terminal. Hop. Ce terminal, il est ici en mode commande. Je ne suis pas dans le bon répertoire. Hein. Il va falloir que je me déplace dans le répertoire Postgre. Hein. Donc, ici, c'est le répertoire de base. Donc, je me déplace dans le bon répertoire. Et je vais exécuter ma commande build.bat. Entrée. Donc là, il me récupère tout ce qu'il faut. Hein. Donc voilà, visiblement j'avais déjà l'image en local. Il me dit que tout est bon. J'ai un petit warning qui n'est pas très important ici. Je vais ensuite exécuter ma commande run.bat. Et il m'exécute effectivement la création de mon conteneur depuis l'image. J'ai effectivement le numéro qui s'attribue ici. Alors, on va venir dans la partie Docker desktop là, sous Windows, et je vois que effectivement dans l'image, j'ai filtré sur LI, j'ai bien library lab-liquibase-postgres qui est utilisé et qui fait ici 314 mémos. Donc ça c'est l'image que j'ai construite avec mon Dockerfile. Ensuite dans la partie conteneur, je vais filtrer pareil sur LI, voilà, donc j'ai bien mon image, enfin mon conteneur cette fois-ci, library lab, liquibase postgres en v1.0.0.0. Ici, il est bien ouvert sur le port 5432, il est vert, donc tout est bon. Je vais pouvoir y accéder depuis ici, avec le mode CLI, voilà. Donc là, je pourrais taper mes commandes directement. Mais nous, on va directement lancer autre chose. On va lancer des viewers pour vérifier que notre collection fonctionne. Donc, on va faire ça tout de suite. J'ouvre directement des viewers. Voilà, et on va venir créer ici une nouvelle connexion. Donc je fais un clic droit, créer connexion. Ici je choisis Postgre, puisque c'est une base Postgre hein, sur laquelle on souhaite se connecter. Je suis bien sur du localhost, c'est bien le port 5432 que j'utilise. J'ai laissé la base par défaut, hein, je n'ai pas configuré un nom de base spécifique lorsque j'ai construit mon image. Et puis, il va falloir que je précise le mot de passe. Donc le mot de passe, je vais aller le chercher directement depuis mon Visual Studio Code.
voilà, c'est le mot de passe ici. Tac, je récupère ça. Je reviens ici. Je place mon mot de passe. Donc je peux tester ma connexion. Elle fonctionne. Je termine. Hop, ma base apparaît ici. Hein, donc je peux la renommer si je le souhaite. Je double-clique. Et là, on voit qu'effectivement, j'accède bien à ma base de données. Pour le moment, dans cette base de données, il n'y a rien. Je n'ai aucune table. Donc ça, c'est normal. Hein, on n'a encore rien fait dessus. Ça va être justement l'étape suivante. On va venir installer Liquibase et puis on va commencer à construire des choses avec Liquibase. Alors, pour installer Liquibase CLI, c'est assez simple. On va venir lancer une page internet dans laquelle on va se connecter sur liquibase.org. Rien de très compliqué. On va sur la partie download. Ça, on s'en fout. Voilà. On va aller. Donc, il y a plusieurs possibilités d'installer Liquibase. Nous, on va l'installer depuis un zip. Donc, on ne fera pas un installateur et on verra ce qu'il faut configurer effectivement pour faire fonctionner tout ça. Alors moi, je l'avais déjà préalablement récupéré, donc je ne vais pas le retélécharger ici. Je vais directement dans mon répertoire de téléchargement. J'avais effectivement le zip, donc il faut bien entendu le dézipper. Et ce répertoire dézippé, on va venir le placer tout simplement dans notre environnement d'installation. Donc le répertoire d'installation, je copie-colle et j'obtiens mon Liquibase CLI. Donc ici, on a dans ce répertoire-là tout ce qui est nécessaire à la mise en place, à l'installation de notre Liquibase, notamment le liquibase.bat qui va nous permettre d'exécuter nos commandes. Donc je copie-colle ça, puisque là, si je voulais accéder à Liquibase, je ne pourrais pas, puisqu'il n'est pas connu. Là, je n'ai rien fait, je ne vais pas pouvoir taper Liquibase, il faudrait que je lance mes commandes depuis ce répertoire. Donc pour faire ça, on peut aller directement modifier les variables d'environnement. Voilà. Et on va venir modifier la variable pass. J'ai double-cliqué sur pass, je viens ici consulter mes variables, je vais pouvoir ajouter le répertoire de Liquibase. J'enregistre, je valide. Hop. Je reviens sur mon Visual Studio Code. Et là, on va essayer de taper notre commande pour valider que tout s'installe, qui est liquibase-version. Si je fais des fautes, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, il me dit qu'il ne trouve pas. Bon, c'est sans doute normal parce que j'avais une commande CMD déjà d'ouverte. Et quand on a déjà une console comme ça d'ouverte, quand on change les variables d'environnement, il ne nous les prend pas en considération. Pareil, Visual Studio Code, il va me faire pareil. Donc je vais tout quitter et je vais rouvrir Visual Studio Code. Voilà, il vient de se rouvrir. Et je recommence mon test Liquibase-version. Hop. Cette fois-ci, ça fonctionne. Il m'affiche bien le retour de réponse, avec notamment la version de Liquibase que j'ai demandé, qui est la version utilisée. Alors, maintenant que nous avons préparé tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir avoir une base opérationnelle, donc là, elle est disponible, je vais pouvoir commencer à exécuter des choses dessus. On a installé notre Liquibase, maintenant on va préparer finalement notre projet de test. Donc je vais quitter tous ces fichiers là, je n'en ai plus besoin pour le moment. Je vais replier le répertoire Postgres. Et la première chose que l'on va avoir besoin, c'est un fichier de propriété qui va permettre à Liquibase de savoir sur quelle base de données se connecter. Donc je vais venir créer ici. Alors il ne me l'a pas créé au bon endroit. Voilà. On va venir créer un répertoire liquibase.properties. Voilà. Ce fichier, on va devoir lui ajouter un certain nombre d'informations pour que Liquibase puisse s'y retrouver. La première chose que l'on va ajouter, c'est le fichier qui va contenir, qui va être la racine finalement de toutes nos commandes. Donc ça, on va le détailler. Donc ici, ça sera le fichier master.yaml. Donc nous, on va le faire en YAML. On aurait pu le faire en XML, en JSON, en ce qu'on veut. On va travailler ici avec des fichiers YAML. Parfait. Ensuite, on va devoir préciser quel finalement moteur de base de données on utilise. Donc on va devoir configurer ce qu'on appelle un driver. Le driver, c'est lui qui va nous permettre de nous connecter sur la base. Donc ici, on est sur une base Postgre, donc je configure un driver Postgre. Ce driver, on va avoir besoin de lui donner où trouver finalement le driver.
On est en Java, hein. En fait un Liquibase fonctionne avec du Java. Donc on va lui donner un class pass vers une librairie. Donc ici ça va être un jar qui est justement le driver utilisé par la Liquibase pour se connecter vers notre base. Donc par défaut on ne l'a pas. Donc il va falloir aller le chercher sur internet. Donc là j'ai déjà été me connecter dessus, hein. Donc vous tapez driver JDBC PostgreSQL. Vous récupérez ici une belle page, hein, dans laquelle vous allez pouvoir télécharger les versions courantes des drivers. Donc on va prendre directement la version 18. Voilà, je la télécharge, je l'enregistre. Hop, je retourne dans mes fichiers téléchargement. Je copie-colle ce fichier. Et je vais venir le placer dans les librairies. Donc moi, ce que j'ai pris comme habitude, hein, comme c'est une dépendance de Liquibase, pour mes projets Liquibase, je vais venir dans le répertoire lib de mon installation Liquibase et je vais venir rajouter mon jar qui est finalement ma librairie Postgre, donc mon driver Postgre. Il me reste plus qu'à récupérer finalement le chemin, hop, et venir le placer dans mon fichier ClassPass. Donc là, j'ai besoin par contre de venir doubler mes slash, hein, sinon je crois que ça ne fonctionne pas. Hop, hop, tac, encore une fois. Et on va venir donner le nom du fichier, hein, donc c'est pareil, moi les copier, coller c'est très bien, hein, ça évite les fautes de frappe. Donc je copie-colle le nom du jar, paf, je le mets ici. Parfait, ça c'est fait. Maintenant, on a configuré le driver, il faut qu'on configure où on se connecte. Donc pour ça, on passe par un URL qui est formaté comme ça. Donc je vous ai dit c'était du Java, donc on précise une chaîne de connexion à la mode Java. Donc JDBC, .PostgreSQL, on est bien sur du localhost, le port 5432, et puis notre base de données, elle s'appelle Postgres. Là-dessus, tout est bon. Maintenant, il faut qu'on puisse s'y connecter, hein, donc il faut qu'on précise un user. Donc on précise le username Postgres. Et puis on va préciser un mot de passe. Donc on l'a vu, hein, c'est mypassword. Alors je vérifie que c'est quand même bien la bonne syntaxe. C'est dans le run, pardon. Tac, tac, donc je refais un copier-coller. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. C'est effectivement bon. Tout est bon. Donc là, on est plutôt pas mal. Une fois qu'on a ça, on va venir dans la commande cmd qui était ici présente et on va venir créer le fichier master.yaml qu'on a précisé ici. Donc pour ça, on a une petite commande de Liquibase qui est Liquibase generate changelog. Liquibase generate changelog. J'exécute cette commande. Et là, si tout se passe bien, il va venir me créer le fichier master. Donc c'est bien le cas, hein, je l'ai vu apparaître ici. On a notre fichier master.yaml qui a été automatiquement créé. Donc là encore, à cette étape, hein, j'ai toujours ma base de données qui est vide. Donc je peux rafraîchir, clic droit sur ma base, et je peux faire régénérer. Donc je n'ai toujours aucune table. Je vais pouvoir, quelque part, déclarer... connecter ma base en créant ce qui est nécessaire au fonctionnement de Liquibase. On va voir ça tout de suite. Alors, cette commande, c'est Liquibase changelog sync. Alors, on n'est pas obligé de l'exécuter, j'aurais pu l'exécuter après, mais là, ça va nous permettre de faire par étapes. Et je vais vous expliquer justement à quoi sert cette commande. Donc voilà, il me dit que la commande a été exécutée, donc je vérifie qu'elle a été correctement exécutée, donc je refais un clic droit sur ma base régénérer, et là j'ai deux tables. Donc tout est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon fichier liquibase.properties est correctement configuré, il m'a correctement connecté à ma base Postgre, tout est bon. Il m'a créé deux tables qu'on va détailler ensemble maintenant. Ce qu'il faut voir, c'est que la commande Liquibase changelog sync va venir quelque part dire ma base de données est à jour par rapport au projet, par rapport aux différents fichiers. Donc là, je n'avais aucun fichier master de créer, c'est complètement vide. Mais si j'avais eu par exemple une base de données qui était déjà créée, j'aurais pu créer tous les changements me permettant d'atteindre cet état, faire la commande Liquibase changelog sync pour déclarer que cette base est à jour par rapport à mes fichiers, et il m'aurait créé mes deux tables directement alimentées avec ce qui était nécessaire. Donc il m'aurait ici alimenté toutes les commandes comme si je les avais exécutées pour obtenir finalement ma base à jour.
Donc elle sert à synchroniser finalement le projet avec la base en disant bah, ici tu considères que tous les fichiers qui sont dans le projet ont été exécutés sur cette base pour atteindre cet état. Donc là on repart de zéro, donc j'ai lancé la synchro, j'ai initialisé mes tables et je n'ai rien fait de plus. Alors maintenant détaillons qu'est-ce qu'on a dans ce projet. Alors on a deux tables. La première c'est database changelog. Donc cette table, elle a un seul objectif, hein, c'est venir référencer toutes les commandes qui ont été exécutées par Liquibase. Ces commandes, elles sont identifiées par un identifiant unique, elles ont un auteur, donc c'est la personne qui a construit la commande de changelog. Elles ont un file name, donc c'est le nom du fichier qui a contenu notre commande. Une date d'exécution, un ordre d'exécution, pour savoir justement dans quel ordre se sont exécutées nos différentes requêtes. Le type d'exécution. Donc ça, on va détailler quand on aura mis des valeurs dedans. Un MD5. Donc ce code MD5, en fait, c'est un hash qui est calculé depuis notre commande et qui permet d'identifier de manière unique en disant, bah voilà, cette commande d'ID temps, elle a été exécutée, elle est représentée par un fichier, ce fichier on en calcule un hash, et ce hash, je l'enregistre dans ma base. Si je viens modifier après coup mon fichier, ça va venir quelque part modifier mon hash, et du coup, le hash de la base et le hash qui aura été généré depuis le fichier étant différents, Liquibase va pouvoir me dire, il y a une erreur, il y a quelque chose qui ne va pas, fais attention, c'est pas bon. Voilà, donc en gros, une fois que la commande est exécutée avec Liquibase, il ne faut jamais venir la remodifier. Sinon, Liquibase va nous jeter un message d'erreur. La commande Liquibase changelog sync peut venir par exemple corriger ça. C'est-à-dire qu'elle va venir resynchroniser en disant, bah voilà, tu me mets à jour toutes mes commandes avec le checksum correct par rapport à ce que j'avais donné. Alors le checksum, hein, c'est le MD5. La description, les commentaires, donc ça c'est les choses qu'on peut alimenter lorsque l'on crée les commandes. Pareil pour les tags. Voilà, pareil pour le reste, donc c'est vrai, on les détaillera avec des éléments. Autre table intéressante, c'est la table database changelog lock. Alors ça, elle a un intérêt très important. C'est-à-dire que, admettons que vous soyez dans un écosystème Docker, hein, ce qui est d'ailleurs le nôtre pour le cas de notre test, admettons que vous lancez des conteneurs qui vont se charger de mettre à jour la base de données. Si vous lancez 4 fois le conteneur, 4 conteneurs identiques qui vont s'exécuter en même temps, bah, il ne faut pas que les 4 conteneurs essaient d'exécuter les scripts de Liquibase en même temps. Donc typiquement, le premier qui a pu accéder à la base de données va venir bloquer la base de données le temps que l'action de migration soit faite. Une fois que la migration est terminée, Liquibase va remettre le flag, ici, qui est locked, à false, pour que justement d'autres Liquibase puissent venir s'y connecter. Donc c'est un contrôle en fait pour s'assurer qu'on ne modifie pas depuis deux instances de Liquibase distinctes, depuis deux exécutions distinctes, la base de données. Il y en a un qui s'exécute, il prend la main, il bloque tous les autres, il fait ses commandes et ensuite il libère la main. Donc c'est à ça que sert cette table-là. Donc il arrive assez fréquemment que des fois Liquibase plante ou vous lancez une création de table qui ne s'effectue pas correctement et votre flag reste au statut true. Donc il reste à vrai, donc votre base est bloquée et vous n'arrivez plus à exécuter Liquibase. Quand vous avez ce genre de symptômes, la première chose qu'il faut vérifier, c'est dans quel état se trouve le flag log de notre table database changelog lock. Donc si vous voyez qu'il a true, vous le repassez à false, vous relancez vos commandes Liquibase et le problème est généralement réglé. Donc ça c'est important à noter. Je vous propose de nous arrêter ici pour cette vidéo. Nous avons mis en place notre base de données Postgre en utilisant l'outil Docker. Nous avons accédé à cette base de données avec Liquibase CLI que nous avons installé ensemble et nous avons lancé la première commande qui permet l'appairage de notre base de données avec Liquibase CLI. À ce stade, tout est opérationnel pour qu'on puisse se connecter et exécuter nos commandes Liquibase. C'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo où nous construirons une table. Nous allons alimenter une nouvelle colonne une fois la table créée et nous irons charger les données depuis les fichiers CSV. Voilà, en attendant, je vous remercie et vous souhaite un très bon développement.